challenge you now to stand together, raise your fists together. I am somebody. I am somebody. I may be poor, but I am somebody. I may be on welfare, but I am somebody. Tandis que dans le Coliseum de Los Angeles, le jeune pasteur Jesse Jackson électrise la foule avec son discours contre le racisme, les 100 000 personnes à majorité afro-américaine sont réunies pour écouter les plus grands stars de la musique soul du moment. À l'origine de ce concert militant hors du commun, Stax, un label qui a révolutionné la musique noire, 300 albums, des succès en pagaille et des grandes signatures comme Otis Redding, Isaac Hayes ou encore Sam and Dave. Nous, en tant qu'auteurs et musiciens, nous vendions de l'énergie. Ça venait du cœur, de l'âme, des tripes. Personne ne savait que Stax deviendrait le label le plus influent du monde. On s'est tellement amusés. Nous étions comme une famille, noir et blanc. Parce que la musique transcende les races. De la musique feel good. Voici l'épopée de Stax, le label soul légendaire qui a marqué la bande-son du mouvement des droits civiques américains. Memphis, dans le Tennessee. Une ville du vieux sud américain à l'histoire tourmentée, avec son passé esclavagiste et ses fortes tensions raciales. Une histoire que Memphis a su transcender par la musique soul, véritable matrice de l'âme noire américaine, avec un label mythique, Stax. Son empreinte y est gravée à jamais sur les murs de la ville, au carrefour du blues et du gospel. C'est ici que tout s'est façonné, derrière ces murs où résonnent encore les plus belles voix soul, uniques et légendaires. L'histoire de Stax commence au milieu des années 50, dans une Amérique rongée par la ségrégation. À l'origine, un homme, Jim Stewart, passionné de musique country et joueur de violon, cet employé de banque s'ennuie dans son costume cravate. Il rêve de lumière et surtout de musique dans cette ville qui a révélé le King, Elvis Presley. Beaucoup de personnes sont venues à Memphis à cause de la musique. Il y avait beaucoup de groupes et de grands artistes. On jouait partout du jazz et du blues. Jim adorait ce qui se passait ici. Il voulait percer dans l'industrie du disque. Il a trouvé un cinéma abandonné sur l'avenue McLemore. Il a embarqué sa sœur dans son projet, Estelle Axon. Elle travaillait alors comme institutrice. Elle a aidé Jim en hypothéquant sa maison, à l'insu de son mari. C'est comme ça qu'ils ont pu acheter du matériel d'enregistrement et s'installer dans le cinéma qui deviendra le studio Stax, au 926 de l'avenue McLemore. Avec 2 500 $ en poche, le frère et la sœur transforment le cinéma. Ils associent les 2 premières lettres de leur nom, ST de Stewart et AX de Axton, pour donner naissance à Stax. Au départ, leur ambition est d'enregistrer des morceaux de musique country. Ils ne sont pas conscients de l'histoire qu'ils vont écrire par la suite, car le studio de l'avenue McLemore est situé en plein cœur du ghetto noir de la ville. Memphis était au cœur de ces États du Sud, dans l'épicentre de la ségrégation raciale américaine. C'était l'un des endroits les plus racistes que vous puissiez imaginer. Dans la région du Mississippi, on savait que si on marchait sur un trottoir et qu'un homme blanc arrivait de face, on devait obligatoirement changer de trottoir. On ne pouvait pas être du même côté de la rue que les Blancs. C'était terrible. Je ne peux même pas vous expliquer à quel point c'était effroyable. Il y avait toute une série de lois utilisées pour terroriser les Afro-Américains, pour que ces derniers restent des citoyens de second rang. Les lois de Jim Crow visaient à déshumaniser la communauté noire. Il y avait des endroits où on ne pouvait pas aller. Et on n'y allait pas.
Si tu allais boire à une fontaine, alors qu'il y avait une pancarte réservée aux Blancs, tu pouvais te faire lyncher. Alors, on suivait les consignes. À cette époque-là, la ségrégation s'appliquait aussi à la musique. D'un côté, il y avait les titres destinés aux Noirs. On appelait ça les race records, qu'on pourrait appeler musique raciale. De l'autre, la musique pour Blancs s'appelait pop records. C'est le producteur Jerry Wexler qui, plus tard, a remplacé ce nom de race records par celui de rhythm and blues. Cette expression est partie de là. Au milieu des années 50, les débuts de Stax sont laborieux. Pour gagner de l'argent, Estelle Axton a une idée. Ouvrir un magasin de disques attenant au studio. Le magasin de disques, c'était là où on vendait le pop-corn au temps du cinéma. Estelle l'a transformé en boutique. Elle a installé des petites enceintes dehors, devant l'entrée. Les enfants du quartier s'arrêtaient pour écouter les nouveaux sons. Ils s'y rassemblaient, dansaient. C'était vraiment un endroit unique, car tous ces jeunes du quartier, à la sortie de l'école, venaient pour entendre les nouveautés. Stax, c'était le paradis pour nous. Beaucoup de jeunes achetaient des disques parce qu'ils étaient musiciens. Et Estelle l'a vite compris. Elle est devenue une sorte d'intermédiaire entre le quartier et le studio d'enregistrement. Quand elle trouvait des talents, elle les envoyait directement à l'arrière dans le studio. Le magasin de disques devient le lieu des rendez-vous des jeunes musiciens. Parmi les habitués, il y a Packy Axton, le fils d'Estelle, avec quelques copains, dont le guitariste Steve Cropper, le bassiste Donald Duck Dunn ou encore le saxophoniste Don Nix. Ils se rassemblent pour former les Marquez. Fans de musique noire, ils jouent du rhythm and blues assez brut. Et un jour de 1961, ils enregistrent un morceau qui va entrer dans l'histoire. Packy et moi avons eu l'idée de ces quelques notes. C'était simple. Mais j'ai su que ce serait un tube, parce que c'était dansant. Je me souviens la première fois que j'ai ramené le disque à la maison. Je l'ai joué à ma mère et elle se dodelinait comme ça, comme un twist. C'était vraiment drôle de voir ma mère impassible faire ses pas de danse. C'était un air très entraînant, avec une section de cuivre incroyable. Le succès est immédiat. Last Night est un tube. Il se hisse numéro 2 au hit parade Rhythm and Blues et numéro 3 des classements pop. Jim Stewart est tombé amoureux de ce genre de musique. Il a complètement arrêté de s'intéresser à la country. Il s'est consacré uniquement au rhythm and blues, un genre qui est devenu par la suite la musique soul, celle qui a fait le succès de Stax. Au même moment, Jim Stewart fait la rencontre d'une star locale, Rufus Thomas, 43 ans. Roi de la pitrerie, il se surnomme le plus vieil adolescent du monde. Rufus Thomas était un DJ de la radio locale de Memphis. C'était l'un des premiers disc jockeys noirs. Mais Rufus était aussi un comique et un danseur. Et Jim s'est dit, ce gars a une émission à la radio, si je l'enregistre, il passera le morceau sur les ondes. Rufus avait une fille chanteuse, Carla. Elle l'a accompagné le jour où son père a rencontré Jim. Et ils ont enregistré en duo un morceau appelé « 'Cause I Love You ».
Jim Stewart savait que ce titre, Cause I Love You, possédait un très bon rythme, avec une mélodie qui reste dans la tête. Jim était impressionné par la voix de Carla Thomas. Il savait qu'elle avait le potentiel pour devenir une grande star. Il voulait vraiment travailler avec elle. Cause I Love You est une très grande chanson. C'est le premier morceau chanté qui a eu du succès chez Stax. Le triomphe de Cause I Love You attire l'attention d'Atlantic Records, une importante compagnie de distribution musicale basée à New York. Désirant exploiter ce nouveau marché de rhythm and blues, Jerry Wexler, l'un de ses dirigeants, se rend à Memphis pour rencontrer Carla et Rufus Thomas. Le rendez-vous est pris pour un dîner à son hôtel. Mais en 1961, Noir et Blanc ne peuvent partager les mêmes endroits. Refoulés du restaurant de l'hôtel, Carla, Rufus et Jim Stewart rejoignent quand même le producteur dans sa chambre, entrant en catimini par la porte de service. Une véritable humiliation. Cela a été le moment le plus embarrassant de toute ma vie. J'ai dû monter avec Carla par l'ascenseur de service, car les Noirs ne pouvaient pas entrer dans le hall de cet hôtel. J'avais tellement honte. Je ne savais pas quoi lui dire. C'était une jeune fille de 16 ans et l'une des plus grandes stars du pays. Heureusement, dans le centre-ville de Memphis existe un petit havre de paix uniquement réservé aux Noirs, le Lorraine Motel, un établissement tenu par un couple d'Afro-Américains où les artistes de Stax ont leurs habitudes. À cette époque, à Memphis, c'était peut-être la seule piscine publique où les Noirs étaient autorisés à nager. Ailleurs, les Noirs et les Blancs n'avaient pas le droit de partager le même bassin. Durant l'été, on venait se baigner, on écrivait des chansons. On restait là-bas 3-4 jours, tous les artistes venaient, c'était notre QG. Le Lorraine Motel était un endroit génial. C'était comme une seconde maison. Et c'est dans cette ambiance récréative de Lorraine Motel que certains des plus grands tubes de Stax seront composés, comme Knock on Wood d'Eddie Floyd. Mais c'est dans le quartier sud de Memphis, au 926 de l'avenue McLemore, que tout se passe, entre les murs de studio qui fait office de véritable laboratoire intégrationniste. À Stax, il y avait un état d'esprit magnifique, car on se fichait de la couleur de peau. La seule chose qui nous importait, c'est ce que l'artiste allait apporter en termes de créativité. Quand tu franchissais les portes du studio, tu oubliais tout ce qui se passait dehors. Tu étais simplement là pour travailler. Et tout le monde partageait le même but, sortir un tube. C'est tout ce qui comptait. Dans cette pépinière de jeunes talents, il y a Steve Cropper, Donald Duck Dunn, qui ont déjà leur succès avec les Marquis et Last Night. Mais aussi Al Jackson Jr., un batteur fou, surnommé le métronome humain, et surtout un certain Booker T. Jones, à peine 18 ans. Un véritable prodige qui, après avoir fréquenté le magasin de disques d'Estelle, pousse la porte du studio. Booker T était multi-instrumentiste. Croyez-le ou non, mais il a commencé la musique en tant que simple bassiste. Il pouvait aussi jouer de la guitare, du trombone, mais il est devenu célèbre chez Stax quand il était au clavier. L'alchimie est parfaite entre ces quatre musiciens qui, par un dimanche d'avril 1962, vont révolutionner la musique. Ce jour-là, ils doivent accompagner un artiste de rockabilly pour une session de travail. Mais celui-ci se décommande. Alors, pour passer le temps, les quatre garçons improvisent. Jim Stewart est aux commandes. Il décide d'enregistrer. On essayait de trouver un titre et le bassiste a dit « appelons-la Onions ». Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu « parce que c'est la musique la plus puante jamais entendue ». Je lui ai dit « Ok, que penses-tu de Green Onions alors ?» Super idée.
Je savais que c'était un bon morceau. Je ne me rendais pas compte à quel point. Estelle Axton m'a dit « Qu'est-ce que vous avez fait ? Le téléphone n'arrête pas de sonner. Les gens veulent savoir ce que c'est, qui est ce groupe, où ils peuvent acheter ce disque. » Le rythme était accrocheur. Il y avait Steve Cropper et sa guitare tranchante, les riffs mémorables de Booker T. C'est l'un des meilleurs morceaux instrumentaux de toute l'histoire de la musique américaine. On a été chanceux d'avoir tous ces talents réunis qui déployaient cette même énergie. C'est rare à trouver. C'était une chance formidable. Les 4 musiciens prennent le nom de Booker T and the MGs. MGs comme Memphis Group. Green Onions devient numéro 1 et se vend à 700 000 exemplaires. Mais le plus incroyable dans ce Memphis de l'époque est que ces artistes réussissent le pari d'être le premier groupe mixte où 2 blancs et 2 noirs jouent ensemble en parfaite harmonie. Une symétrie exceptionnelle posant les fondations du son du label Stax. Ces 2 musiciens blancs jouaient de la même façon que les 2 musiciens noirs. Ils jouaient ensemble. Et la combinaison des 4 a donné ce son qu'on connaît. À l'époque, je n'arrivais pas à l'imaginer. Ça n'avait aucun sens. C'était impossible. En tant que groupe mixte, Booker T and the MGs ont vraiment ouvert la voie. Ils travaillaient ensemble, créaient ensemble. C'était des amis. Ça fonctionnait. On était juste des musiciens. La musique était notre seul dénominateur commun. Et on est devenu une famille, de noirs et de blancs. Une famille qui s'agrandit en 1965 avec l'arrivée d'Al Bell, un DJ populaire de New York. Jim Stewart le recrute pour être le responsable de la promotion de Stax. Jim était assis d'un côté du bureau et moi de l'autre. On partageait le même téléphone. Pour moi, être assis à ses côtés, ce n'était pas révolutionnaire. J'étais juste assis avec mon ami. On était face à face et on parlait de musique, de DJ qui ne voulaient pas faire ci ou ça, des disques qui marchaient bien. On aimait faire notre travail et être dans ce bureau. On apprenait beaucoup l'un de l'autre. Et au final, on ne parlait jamais de race. Quand Al Bell est arrivé chez Stax, cela a été un véritable coup d'accélérateur. Il était énergique, il avait un énorme carnet d'adresses. Il connaissait beaucoup de monde, des DJ partout dans le pays. Al Bell a apporté toute cette force et à partir de là, Stax a commencé à monter. Flamboyant et enjoué, Al Bell fait bouger les choses et conclut avec Atlantic Records un contrat qui officialise le droit exclusif de distribuer toute la production Stax. Et cette année-là, Jerry Wexler, le patron d'Atlantic, signe justement un jeune duo de Miami, Sam Moore et Dave Prater. Il les envoie enregistrer à Memphis. Juste après avoir signé chez Atlantic, je pensais que j'allais enregistrer à New York. Et quand on m'a dit « Tu vas aller à Memphis », à Memphis? Memphis dans le Tennessee? Oh mon Dieu! D'où Jésus, j'ai pleuré. Je leur ai dit, je veux pas faire l'enregistrement, je veux rentrer à la maison. Loin du soleil de Floride, Sam et Dave voient d'un très mauvais œil cette collaboration avec des musiciens du fin fond du Tennessee. Mais la magie opère, grâce à 2 compositeurs maison, David Porter, parolier, et un certain Isaac Hayes, pianiste, des gamins du quartier qui ont rejoint l'écurie Stax. David et Isaac Hayes étaient tous les 2 motivés et déterminés à réussir et à vivre de leur musique. Stax leur a offert cette opportunité. Ils passaient énormément de temps ensemble au studio. Lorsque Sam et Dave sont arrivés, les sons, les arrangements et les idées de chansons qu'ils avaient imaginées se sont concrétisés. Et
Ils se sont trouvés. And they found themselves. Hold On, I'm Coming est immédiatement un tube. Un titre né de manière très singulière, un soir après de longues heures de travail en studio. David voulait faire une pause et aller aux toilettes. Il y est resté tellement longtemps qu'Isaac a commencé à jouer. Il avait trouvé une mélodie qu'il ne voulait pas perdre. Il ne voulait pas relâcher le rythme. Alors, il a crié à David, « David, dépêche-toi, allez mec !» On y retourne. Je crois que je tiens quelque chose. Et David lui a répondu, « Hold on man, I'm coming. Attends-moi, j'arrive. » Et quand il est revenu, il a dit à Isaac, « Ça y est mec, c'est la chanson. On a trouvé la chanson. » Ce genre d'histoires et de circonstances inattendues sont arrivées plus d'une fois à Stax. C'était un environnement si exceptionnel et créatif. Tout était si naturel. Au final, c'est une succession d'événements fortuits qui ont mené à la création de ce morceau. Hold On, I'm Coming est l'une des chansons qui a véritablement lancé Sam and Dave et pour laquelle ils sont toujours connus aujourd'hui. Sur scène, le duo est très rapidement surnommé Double Dynamite. Double Dynamite. C'est parce que sur scène, on explosait. Comme une bombe, comme du TNT. Stax s'est construit grâce à ces gens qui faisaient de la musique pour l'amour de la musique. Of making music. Une atmosphère artistique hors norme, où les hasards ne cessent de se multiplier, comme un certain après-midi d'automne 1962. Personne ne se doute alors que la future plus grande star de Stax vient de faire son entrée dans le studio, en accompagnant un artiste, Johnny Jenkins, venu pour une session d'enregistrement. Cet homme a 21 ans, son nom, Otis Redding. Je pensais que c'était juste le chauffeur de Johnny Jenkins. Je vois ce très grand gars sortir de la voiture, aller vers le coffre et commencer à sortir tous les équipements. Et là, je le vois avec des micros. Alors je lui dis, « T'inquiète pas, il y a tout ce qu'il faut dans le studio. On n'a pas besoin de ça. » Stax devait enregistrer Johnny Jenkins, un guitariste au sein d'un groupe appelé The Pine Toppers, un peu célèbre dans le Sud. Otis attendait que Johnny termine, mais il n'arrêtait pas d'embêter Al Jackson en lui demandant « Est-ce que je peux chanter après lui ?» Al est venu me voir. Il m'a dit, « Tu sais, ce type me rend fou. Peux-tu juste lui donner 10 secondes de ton temps pour qu'il chante? Comme ça, il arrête de m'embêter. » J'ai accepté. Alors Otis me demande si je peux lui jouer un de ses accords d'église. J'ai compris ce qu'il voulait. Il parlait de ses accords typiques du gospel. Il a commencé à chanter « These Arms of Mine ». À ce moment, les poils de mes bras se sont dressés. Et j'ai tout de suite su que personne n'avait une voix comme ça. These arms of mine, they are lonely, lonely and feeling blue. À cette époque-là, quand on était en studio pour enregistrer, on avait l'habitude d'ouvrir les portes car on n'avait pas la clim. Donc le studio était ouvert et comme les haut-parleurs étaient près des portes, tous ceux qui étaient dehors entendaient la musique. Et là, tout le monde a demandé « Qui a chanté? C'est qui ?»
Oh mon Dieu, cette voix, c'était indescriptible. Indescriptible. Son timbre, son style si singulier, si suave. On savait qu'il avait quelque chose de spécial. Il était magique derrière un micro. C'est la plus grande voix que j'ai jamais entendue. Je me souviens que Booker T disait qu'une pièce s'illuminait dès qu'Otis y entrait. Il dégageait comme une lumière intense, simplement par sa présence. Otis avait aussi un sourire incroyable. Quand il te voyait, si tu allais lui parler, tu avais l'impression d'être son nouveau meilleur ami. De ballade en titre dansant, Otis Redding s'impose comme une star nationale. Entre l'artiste et Steve Cropper, une solide collaboration se noue. Une symbiose parfaite qui leur permet de produire des tubes légendaires. C'était un grand showman, avec un sens du rythme remarquable. C'était sa force. Il livrait ses émotions en restant constamment au bon tempo. Et sur scène, il était encore plus magique. Le public voyait quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Au milieu des années 60, Otis Redding met le public à genoux. Et grâce à sa notoriété, Al Bell et Jim Stewart décident qu'il est temps pour Stax de dépasser les frontières du Tennessee et des États-Unis. En mars 1967, ils partent à la conquête de l'Europe avec toutes les têtes d'affiche du label. Otis Redding, Booker T and the MGs, Carla Thomas, Eddie Floyd, The Marquis et encore Sam and Dave. Stax Tour, yeah. La tournée Stax avec Otis Redding. Mon Dieu! Je n'avais jamais quitté le pays auparavant. Jamais. La plupart des artistes de Stax venaient de Memphis ou des alentours. Beaucoup d'entre eux n'étaient jamais montés dans un avion. Ils allaient le prendre pour traverser l'Atlantique et aller en Europe. C'était la souris des champs qui voyageait enfin en ville. On ne s'attendait pas à un tel enthousiasme de la part du public. Et on ne s'attendait pas non plus aux réactions des artistes, comme les Beatles, qui nous ont envoyé une limousine quand nous sommes passés à Londres. Dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pensé rencontrer les Beatles. Pourtant, c'est arrivé. Pour ces artistes, c'est la découverte d'un nouveau monde. Surtout, ils se frottent pour la première fois à un public blanc qui les ovationne. C'est une véritable Staxmania, avec une foule en délire durant les 3 semaines de concerts à travers l'Europe. Le public est devenu fou. Là-bas, on a passé un super moment. J'en ai encore la chair de poule, c'était tellement génial. En Europe, ils étaient non seulement considérés comme des stars, mais le plus important pour eux, c'est qu'ils étaient enfin considérés comme des hommes. De son côté, l'Amérique est toujours en proie au démon de la ségrégation. Malgré l'adoption de la loi sur les droits civiques de 1964, le pays reste profondément divisé. La rue gronde, les émeutes se multiplient. À travers les États-Unis, le mouvement du Black Power, la contestation noire, était en train de grandir. Ça a été un grand soulèvement contre la ségrégation raciale. Les Afro-Américains voulaient simplement être traités comme les autres. Chez Stax, des artistes comme Isaac Hayes ou David Porter travaillaient dans ce sens. Ils participaient à l'émancipation de la communauté noire.
À Détroit, les mots Soul Brother étaient tagués sur toutes les devantures des magasins dont les propriétaires étaient noirs. S'il y avait cette inscription sur l'immeuble, ça voulait dire que vous étiez protégé. Le mot soul était devenu un mot significatif et représentait l'essence de la culture noire. C'est d'ailleurs pour cela que la musique noire s'est appelée la soul. Isaac Hayes avait senti quelque chose de très puissant dans ce message et ce mot soul. Il a décidé avec David qu'il ne devait pas passer à côté de ce symbole et, au contraire, qu'il fallait le mettre en valeur et même en faire une marque de fabrique. I'm a soul man. Da 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 da. I'm a soul man. Yes, I am. I'm a soul man. I'm a soul man. A soul man. Soul man, ça signifie la lutte. You have lived it. Tu l'as vécu. You have engaged. Tu t'es engagé. Tu l'as mené. Tu l'as parfois perdu puis mené à nouveau. When you sing, when you speak, quand tu chantes ou quand tu parles, from your soul, c'est ton âme qui parle. That's soul. Ça vient du cœur. I'm a soul man. Don't you want a soul man? I'm a soul man. Got to be a soul man. I gotta be a soul man. I wanna be soul man. As African American males, pour nous, les Noirs, cette chanson a renforcé notre amour-propre. Parce qu'on nous regardait de haut. Nous n'avions aucune estime de nous-mêmes à cause de la manière dont on nous traitait. Et le morceau Soul Man collait parfaitement à cette situation. Il nous a permis de nous sentir plus forts, d'avoir confiance en nous. Lorsque la société a commencé à changer, Stax a suivi ces mouvements. La musique faisait passer de plus en plus de messages. Ils y ont vu une opportunité et moi, comme j'écrivais des chansons, j'ai réalisé que mes textes pouvaient aussi apporter de l'espoir pour un monde meilleur, plus fraternel et égalitaire. La musique de Stax était comme un remède qui venait en quelque sorte réconforter les blessures causées par la société. Sorti à l'automne 1967, le morceau Soul Man se classe rapidement numéro 1. Mais surtout, l'œuvre composée par Isaac Hayes devient l'hymne des Afro-Américains. Stax s'inscrit volontairement dans cette bande-son du mouvement des droits civiques, ce qui est aux antipodes de leurs concurrents de l'époque, la Motown. À Détroit, dans ce label, de grands noms comme Stevie Wonder, Diana Ross and the Supremes, The Temptations ou encore Marvin Gaye. Motown was trying to reach La Motown essayait d'attirer le public blanc en créant de la pop chantée par des artistes noirs. Le son Motown était plus édulcoré parce qu'il visait la classe moyenne américaine. Il faisait un mélange des genres pour attirer le public blanc et passer sur des stations de radio blanches. Stax, c'était tout l'inverse. C'était brut, ça sortait des tripes, de nos églises, du fin fond du Mississippi. C'était vraiment brut. Ici, chez nous, c'est le pays du blues. On l'a dans la peau, dans l'âme. Ceux qui plantaient le coton, ils chantaient le blues. Le blues des esclaves. À Détroit, eux, ils fabriquaient des voitures. La vraie différence, comme disait Albel, c'est que nous étions vrais. Notre musique venait du cœur, du plus profond de notre âme.
Mais la famille Stax va être ébranlée à la fin de l'année 1967, suite à une série de drames. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get wearied. En décembre, le label perd sa plus grande star, Otis Redding. De retour d'une tournée, son avion s'écrase dans le lac gelé de Monoma. Il meurt, ainsi que 4 musiciens des Marquis. Otis Redding n'avait que 27 ans. J'étais dévasté quand il est parti. J'ai eu beaucoup de chance de connaître Otis Redding. C'était un grand monsieur. Ce fut une perte immense. C'était vraiment dur. Things that you'll never, 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 never possess, no, no. But while she's there waiting, try just a little bit of tenderness. Ça a été une période très sombre pour Stax, car à l'époque, Otis était le visage du label, la tête d'affiche, même si on faisait tous des succès. Stax avait perdu sa plus grande star. Sitting in the morning sun. The Dock of the Bay, le morceau qu'il terminait de composer avec Steve Cropper avant l'accident, sortira quelques semaines plus tard. Un succès planétaire. La chanson sera le premier numéro 1, classé à titre posthume de l'histoire des hit-parades américains. En ce début de l'année 68, Memphis devient une poudrière et une étincelle fait exploser des décennies de colère au sein de la communauté noire. La mort accidentelle de 2 éboueurs. La grève est déclenchée, des manifestations sont organisées avec un slogan qui deviendra célèbre, « I am a man ». Une tension palpable qui amène l'apôtre de la non-violence, le révérend Martin Luther King, à se rendre le 3 avril à Memphis pour soutenir les éboueurs noirs. Après la manifestation, il y a eu un meeting dans une église. Et l'église était pleine à craquer. Il y avait du monde partout. Et le Dr. King a commencé son discours. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Quand j'ai appris qu'il avait été assassiné, quelque chose au fond de moi s'est déchiré. J'ai eu si mal, je n'y croyais pas. Et puis je me suis souvenu de son discours et je me suis demandé, savait-il que quelque chose allait arriver? C'était tellement injuste, tellement douloureux. Comment est-ce possible? Je ne réalisais pas. La blessure était immense. Quelqu'un de bon avait quitté cette terre. Qu'une tragédie pareille se déroule devant nos yeux, à Memphis, ça a complètement anéanti notre activité. Comment peux-tu être créatif? Comment peux-tu écrire une chanson heureuse avec toute cette violence? Alors que dehors, l'armée est dans la rue, qui est à feu et à sang, c'était vraiment hallucinant. C'était le chaos complet dans la ville.
Les gens étaient en colère. Il y avait des endroits qu'il fallait éviter car on y jetait des pierres, des bouteilles. C'était l'enfer en ville. Cet assassinat va vraiment fracturer la famille Stax. Beaucoup d'artistes blancs, comme le trompettiste Wayne Jackson, qui était présent depuis le début avec les Marquis, racontaient que certains employés noirs le regardaient désormais du style « Qu'est-ce que tu fais encore là, toi, le blanc ?» Il fallait que j'accompagne les musiciens blancs jusqu'à leur voiture, tous les jours, car des Noirs venaient les menacer. Si quelqu'un voulait s'en prendre à eux, il allait avoir affaire à moi, car je refusais que ce genre de choses arrive. L'utopie se brise chez Stax, et un malheur n'arrivant jamais seul, le label se retrouve au même moment mis à sac, suite à une renégociation contractuelle avec Atlantic Records, fraîchement rachetée par la Warner. Quand Atlantic a pris notre catalogue, l'industrie de la musique nous a déclarés morts. C'était bel et bien fini pour Stax. Le label était foutu. Littéralement parlant, c'était le cas. On n'avait plus rien. Mais je ne l'ai pas accepté et je ne l'accepte toujours pas. Stax est ravagé. Ils ont perdu leurs deux artistes les plus vendeurs. Otis est mort, Sam and Dave retournent chez Atlantic. Ils ont perdu tout leur catalogue. Plus de héros, plus de stars, plus de disques. Bien que trahi et pratiquement ruiné, l'âme de Stax refuse de mourir. Une nouvelle vision va alors naître. Al Bell devient vice-président et change le logo. Du tas de disques impersonnels de la première période, on passe à cette main qui claque des doigts. Une nouvelle image qui s'accompagne d'une soul explosion. C'était l'explosion de la Soul Stax. Mais c'est avant tout l'explosion de la musique afro-américaine sur le marché du disque. 27 albums sortent en l'espace d'un mois, avec un seul but, reconstituer un catalogue et inonder le marché. Cela a été un travail laborieux, mais c'était surtout une question de relations. On faisait des enregistrements dans des studios en Alabama, on avait notre studio ici à Memphis, mais aussi celui de Don Davis à Détroit dans le Michigan. Toutes ces sessions d'enregistrement avaient lieu en même temps. C'est comme ça qu'on a réussi à enregistrer tous ces albums en un temps record, alors qu'on nous disait que c'était impossible. Stax sort ses griffes et Al Bell fait signer de nouveaux artistes. Un quartet familial qui côtoie Martin Luther King et Bob Dylan, les Staple Singers, ou encore Johnny Taylor rejoignent l'écurie de Memphis. Mais c'est un autre artiste qui va passer de l'ombre à la lumière, Isaac Hayes. Muet artistiquement pendant un an après l'assassinat de Martin Luther King, le compositeur maison revient en force en septembre 1969 avec son premier album solo, Hot Buttered Soul. Lorsqu'il est sorti de son année de silence suite à l'assassinat de Martin Luther King, son retour fut incroyable. Personne n'avait jamais réussi à faire une chanson de 17 minutes, et encore moins un Afro-Américain. Il a ouvert la voie à tous les autres. Walk on By est l'un des titres les plus fascinants, les plus incroyables que j'ai jamais entendus de ma vie. C'était totalement différent de tout ce qui existait auparavant, aussi bien dans la musique noire que la musique blanche. Isaac Hayes a été l'un des artistes les plus révolutionnaires que l'on puisse imaginer. Walk on By, on était en studio, ça a commencé comme un bœuf. Une improvisation. On jouait la principale partie de Walk on By et on est parti dans des envolées symphoniques. C'était très long, un vinyle de 18 minutes. Tu pouvais presque partir de chez toi et revenir. Le morceau était encore en train de tourner.
Isaac Hayes est devenu une star grâce à ce morceau de 18 minutes. Il était tellement différent, tellement inattendu. C'était l'époque de la coupe afro, mais Isaac était chauve. Tout le monde parlait très vite, et Isaac, lui, était lent, nonchalant, avec sa grosse voix grave. Il était tellement imprévisible. Il s'habillait différemment, il avait du style. C'était le genre de mec qui pouvait aller dans un magasin de vieux chiffons et ressortir habillé comme un roi. C'est vite devenu une star. Enfin, après 10 ans dans l'ombre de l'industrie musicale. Al Bell a tout fait pour lui permettre d'exprimer son originalité. Il a toujours été engagé politiquement et soutenait le mouvement du Black Power. Il était ami avec les Black Panthers. C'était un militant convaincu, mais il était pour la non-violence. Il était pro-black. C'est avec sa nouvelle vedette que Stax renaît de ses cendres et entre dans une nouvelle dimension. Al Bell soutient de nombreuses figures politiques du mouvement Black, comme le pasteur Jesse Jackson, défenseur des droits civiques. Ce qui n'est pas du goût des piliers comme Estelle Axton, Booker T. Jones ou encore Steve Cropper, qui quitte Stax au début des années 70. À partir de ce moment, le label embrasse la culture noire et la met au goût du jour, en composant notamment des bandes originales de films de la Blaxploitation. Et en 1972, honneur suprême, Isaac Hayes remporte l'Oscar pour la musique du film Shaft, Les Nuits Rouges de Harlem. La même année, la maison du disque de Memphis organise un grand festival de musique à Los Angeles. C'est Wattstax, un événement qui commémore les émeutes de Watts, un quartier de la ville qui fait 34 morts en 65. Wattstax était un énorme projet. C'était un événement fédérateur unique qu'aucun autre label n'aurait pu créer de la façon dont Stax l'a fait. I challenge you now to stand together, raise your fists together. I am somebody. I am somebody. I may be poor, but I am somebody. I may be on welfare, but I am somebody. I am black, beautiful, proud. I must be respected. Ça a galvanisé tout le public, parce que pour la première fois, nous sentions que nous étions quelqu'un. Quand on t'a répété toute ta vie que tu n'es personne, que tu n'es rien, que tu es un chien, un animal, affirmer « je suis quelqu'un », ça signifiait beaucoup de choses pour nous, en tant que peuple noir. Je ne peux même pas décrire le sentiment que cela nous a procuré. Et d'entendre toute cette foule réagir ensemble, ça a été le moment le plus fort de ma vie, cet instant-là. Et quand tu vois 100 000 personnes noires sans qu'il n'y ait aucun incident, c'était impensable. Ils savaient qu'ils tenaient quelque chose. Après toutes les émeutes, les incendies, c'était quelque chose d'épique. Et clou de ce grand Woodstock noir, l'arrivée de la superstar Isaac Hayes. Fier, torse nu, portant des chaînes et s'avançant sur scène tel un boxeur professionnel. Lui que l'on surnomme maintenant Black Moses, le Moïse noir. Who's a black private dick? Sex machine to all the chicks. Damn right. Who is a man that would risk his neck for his brother, man? Shaft, comme beaucoup d'autres chansons chez Stax,
est tout simplement intemporel. C'était du jamais vu, authentique, et pas une copie de quelque chose qui aurait été déjà fait. Isaac n'essayait pas d'être quelqu'un d'autre. Et je pense que, parfois, il y a des chansons qui durent éternellement, qui sont hors du temps. Je pense que Shaft est une de ces chansons, comme Soul Man, Hold On I'm Coming, Green Onions, tous ces morceaux qui sont aussi populaires de nos jours qu'ils l'étaient à l'époque. Mais 3 ans plus tard, en 1975, l'histoire de Stax s'arrête. La trésorerie est en souffrance, les dettes s'accumulent. Le label de Memphis dépose le bilan. En 1989, les bâtiments sont démolis, sans état d'âme, refermant les rideaux de cet âge d'or musical. Mais heureusement, les miracles existent. Et au début des années 2000, un musée souvenir et une académie de musique, le Stax Music Academy, voit le jour dans le même quartier de Memphis. Leur but ? Faire revivre le son et perpétuer l'esprit de ce label légendaire. C'est la renaissance de Soulsville, la ville de la soul. Je suis tellement touchée par ce que font ces enfants et leur interprétation de la musique. Je suis plus convaincue que jamais que Stax est un label impérissable qui nous touche encore. Stax nous a permis de faire ce qu'on aimait. On a chanté, puis on a parlé de notre musique et on a transmis notre histoire. C'est un peu ce qu'on fait ensemble aujourd'hui.